Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer notre conseil municipal. Il me faut en début de séance désigner un secrétaire ou une secrétaire. Je vous propose Charles Leboeuf. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. En premier lieu, je dois donc... alors j'avais un pouvoir, mais je le supprime, de Joseph Sachot, puisqu'il est présent. J'ai le pouvoir de Michael Normandin pour Loïc Mimot, d'Edwige Castelli pour Marc Van Campen, d'Isabelle Schaeffer pour Françoise Vité, de Pierrette Saint-Jean pour Jacqueline Tardet, de Corinne Pousset pour Cathy Lido, et j'ai oublié personne. Voilà pour les pouvoirs. Donc je le transmets à Sandrine. Je vais faire circuler une feuille de présence pour ce conseil municipal. Je vous ferai aussi circuler une feuille de signature du conseil municipal précédent du 6 novembre. Il y aura des signatures donc, de la décision modificative concernant le golf numéro 3 pour les décisions modificatives numéro 1 pour l'activité portuaire et la signature de la décision modificative numéro 3 pour la commune. Mais avant cela, je dois vous demander l'autorisation d'inscrire donc à l'ordre du jour et en finance la décision modificative numéro 3 que vous avez, qu'on vous a communiqué, que vous avez donc sur vos tables pour les autres, concernant la condamnation que la commune a eue en appel par rapport à Cogiprom. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on inscrive à l'ordre du jour cette décision modificative? Il faut délibérer en ce sens. S'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, je vous en remercie. Et donc, ça sera tout à l'heure en fin de question finance. Et enfin, nous aurons en fin de conseil municipal deux questions portées par vos soins que j'aborderai tout à l'heure. Et puis après, je donnerai moi, une petite information concernant le règlement général des données, donc des protections des données, où on a dû désigner des membres, je le dis maintenant d'ailleurs, des membres élus. Donc ça sera Marc Van Campen et Corinne Pousset. Et en technicien, le directeur général des services, Eric Sylvestre. C'est dans le cadre du RGPD. C'était obligatoire depuis le 25 mai 2018 et il fallait le faire avant le 31 décembre de cette année. Alors, je passe à l'ordre du jour. Vous avez aussi donc les décisions du maire. Alors, dans les décisions du maire depuis le dernier conseil municipal, on a les conventions d'adhésion à Golfing, tout à l'heure, Charles en parlera. Les conventions de partenariat pour les diffusions donc, de concerts, pour en particulier le marché de Noël. Les remboursements de sinistres, les contrats de cession pour les représentations facteurs de Noël, des conventions d'honoraires avec l'avocat, le bail immeuble de la trésorerie et enfin la convention d'occupation temporaire avec l'association sportive du golf et l'Arago. Et enfin une demande de subvention DETR pour le projet de conformité de la voirie de la rue du Fief Norto. Donc voilà dans les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. En première délibération, je vais vous demander donc d'approuver le dernier procès-verbal qui concerne le conseil municipal en séance du 6 novembre. Est-ce qu'il y a des observations sur ce conseil municipal? S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. La délibération suivante concerne le renouvellement de la dénomination commune touristique. Bon, c'est une délibération que nous avons déjà prise, et en particulier depuis l'arrêté préfectoral du 23 mars 2009 qui attribue à la commune de Saint-Pierre la dénomination de commune touristique pour 5 ans. Vous savez très bien que nous sommes dans une démarche de classement en station tourisme, sauf que le dossier étant présenté depuis le 15 novembre 2018 et que, a priori, dans les délais donc de réponse que nous attendons de l'État, il faut compter au minimum 1 an, peut-être un petit peu mieux si tout va bien, mais a priori, on a statué sur 1 an. Il vous faut donc renouveler cette dénomination commune touristique en attendant, car pour l'obtenir, il faut qu'on en soit toujours commune touristique. La subtilité est celle-ci.
Donc ça ne change rien en l'état. Mais c'est obligatoire d'être toujours commune touristique reconnue pour pouvoir prétendre à la réponse du dossier attendu de classement de station de tourisme. Je pense que ça n'appelle pas d'observation particulière. S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. La délibération qui suit concerne la convention de prestation entre le département de la Charente-Maritime et la commune de Saint-Pierre. Bon, c'est, je dirais, une convention classique entre une commune et un département pour des actions d'agents territoriaux qui, pour des besoins techniques, soit pour des besoins de police ou d'organisation et de maintien des services publics, on doit interagir. Et cette convention définit les règles d'action et de compensation de ces agents, en particulier communaux, sur le domaine portuaire ou sur le domaine de la Charente-Maritime, puisque le port est propriétaire de l'espace portuaire. Ce qu'on a regardé, on fait attention, c'est pour m'autoriser à signer cette convention. S'il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Ah, si. J'ai simplement des demandes au niveau des agents qui sont affectés au port. De mémoire, ce sont des mises à disposition ou un détachement? Non. On avait déjà dit ça en conseil municipal, c'est un transfert au département, ils deviennent agents départementaux. D'accord, donc c'est ni un détachement, ni une mise à disposition. Non, c'est un transfert. D'accord. Et au niveau des terrains qui ont été achetés par le port, ils restent bien communaux? Non, ils restent départementaux. La délibération a été prise en ce sens et le conseil portuaire ayant validé l'acquisition de ces terrains, c'est bien un espace domaine public portuaire qui donc appartiendra au département. Les terrains, comme par exemple, je prends l'exemple il y a quelques années, mais des grands moureaux qui avaient été achetés par le port. Oui, ils n'ont pas été achetés par le port, je pense pas, ils ont été achetés par la commune, il me semble. Ils devaient être prévus à cet effet pour les ateliers, c'est un projet qui a été abandonné. Et par la suite, les PLU ne permettant pas, ni le SCOT en l'occurrence, de pouvoir créer ces ateliers, ces terrains sont redevenus des terrains agricoles. Et pour le terrain ouvrière? C'est pas du tout la même chose, c'est en plein cœur du port, c'est bien. C'est une question en mitraillette, ça s'appelle ça. Mais donc ça, c'est bien dans le domaine portuaire, c'est défini comme un espace portuaire. D'ailleurs, au PLU de la dernière modification, on l'a identifié comme une zone portuaire. Parce par contre, il ne rentre pas dans le domaine administratif du port. Si. C'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Sur les documents, il n'est pas dans le domaine administratif du port, le terrain ouvrière. Dans quel document? Dans le document d'aménagement, d'autorisation d'extension du port de la préfecture, quand on regarde les deux zones, le terrain ouvrière n'est pas dans le périmètre. L'extension est en mer, elle n'est pas en terre. Non, mais justement, le terrain ouvrière, est-ce qu'il rentre dans le périmètre du domaine portuaire ou pas? Il est dans le périmètre du domaine portuaire, oui, je confirme. Inscrit au PLU de la même façon. Et porté par... La différence donc, entre le périmètre du port et il y a une différence donc, entre le périmètre juridique du port et le domaine portuaire. Non. On l'a regardé avec nos collègues et il y a bien des extensions effectivement en mer du périmètre portuaire. Mais Marie-Claude, moi je veux bien que d'un seul coup tu t'intéresses au port de pêche de la Cotinière, parce que c'est quand même une découverte pour certains membres autour de cette table. Monsieur le maire, j'ai quand même le droit de m'intéresser à ça. Je répète, donc, je suis très content que tu t'intéresses d'un seul coup comme ça au projet portuaire. Mais il faut quand même que tu saches, puisque tu as été élu pendant 6 ans, qu'il y a toujours des anachronismes sur les propriétés de l'espace portuaire, des propriétés communales, départementales, voire même privées, et que rien n'a été fait en ce sens pour les régler. Donc on va profiter de l'occasion et de la mise en place de cette convention pour régler ça une fois pour toutes. D'ailleurs, une partie de la CRI actuelle appartient toujours à la commune. Donc, alors je veux simplement la confirmation. Le terrain ouvrière acheté appartiendra à qui après? Voilà, à partir du 1er janvier. Au département. D'ailleurs, dans le solde du port et dans le cadre de ces conclusions comptables, c'est bien un acquis pour le port et pas communal. D'accord. Ce terrain ouvrière a été identifié comme étant nécessaire pour l'extension du port. Oui. Donc on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va prendre une délibération pour transférer ces biens-là au département, puisqu'à la fin de la concession, c'est la règle,
c'est que l'outil qui constituait les investissements liés au port de la Cotinière vont être transférés gratuitement au département. D'accord. C'est la règle. Sauf qu'il n'est pas sur le domaine public maritime. Non, oui. Dans le domaine public portuaire, terrestre. Enfin, c'est... D'accord. Donc il appartient au département. Il y a un document qu'on a trouvé, autorisation préfectorale, extension portuaire de la Cotinière, qui est très utile à télécharger, à regarder. C'est dommage, il y a plein de documents que tu aurais pu nous indiquer, à les consulter. On est parti de rien, nous. Hein. On n'a rien, donc on cherche. Et voilà, c'est on a téléchargé. Attendez, vous me reprochez quoi aujourd'hui? c'est pas Moi, j'ai reproche. pas de conseils à vous donner pour regarder les Mais sans documents. doute, Vous c'est êtes pas grand, reproche. libre, vous avez été pendant 6 ans dans la majorité. Je pense que le projet portuaire, il me semble que vous avez fait des soi-disant beaucoup de choses pour qu'il avance. Donc vous êtes au courant de tout. Oui, il y a des soi-disant, mais d'ailleurs, mais c'est pas grave, mais j'insiste et je le dis. Donc vous êtes au courant de ces documents. Ne me dites pas qu'aujourd'hui vous les découvrez. On est au courant. On n'a pas de réflexe forcément Internet, tu vois. Il y a des choses qui existent. C'est un petit peu dommage de ne pas nous les avoir indiquées. Voilà. On découvre des documents. On a téléchargé ce document qui fait 50 pages, qui est extrêmement intéressant. C'est dommage, parce qu'on n'a rien. On n'a rien. Ben non, on n'a Je rien. vois pas où il y a un défaut d'information, je comprends pas. On a eu des informations au conseil municipal. On a eu une information effectivement par les 2 conseils départementaux, à un moment donné, il y a maintenant presque 2 ans, je crois. Et ensuite, on est allé à la réunion publique. Et suite à cette réunion publique, on s'est interrogé on s'est posé des questions. Et je rappelle que l'opposition a quand même le droit de se poser des questions et que ça peut intéresser tout le monde, les questions qu'on pose. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a téléchargé ce document qu'on a trouvé très intéressant, de 50 pages, avec le périmètre portuaire, ainsi de suite. Et puis voilà. Donc, c'est bon, je ne m'intéresse pas spécifiquement au port ce soir, on s'y est toujours intéressé. Et je rappelle qu'on a quand même le droit de se poser des questions. Voilà. Le conseil municipal, c'est quand même ça. On était en droit de savoir à qui aller au 1er janvier. Si on peut revenir au sujet et pas aux revendications, ça serait parfait pour ce soir. Ça serait très bien. La question, je pense qu'il y a une confusion entre l'extension aujourd'hui qui est faite de la restructuration portuaire et son périmètre portuaire de son activité. Il y a peut-être une confusion, si vous permettez. Nous, la question, c'était simplement... Il y a suffisamment de marins autour de cette table pour savoir, et je pense qu'ils peuvent prendre la parole, pour dire que depuis longtemps, la collectivité, et même à l'époque de Jean-Paul Perry, réclamait une réparation et surtout une remise à plat des compétences et surtout des domaines portuaires et des domaines départementaux et communaux de cet espace. D'ailleurs, il y a des inepties dans le système. Il y a des morceaux de restaurants qui appartiennent au port. Donc, on serait temps de le régler. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, ce n'est pas l'objet. Justement, on essaie de ficeler certaines choses. Et à un moment donné, quand on saura, c'est demandé par les services communes de la commune au département, quand on sera en train de discuter des périmètres et de pouvoir définir une fois pour toutes les règles, il y a aussi la coopérative maritime qui attend ça avec impatience, eh bien, on profitera pour régulariser beaucoup de choses. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Non, mais comme là, on parle de l'intervention d'agents communaux dans le périmètre portuaire, on pouvait se poser la question de savoir le terme employé à qui il appartenait. Est-ce que des agents Il appartiendra, et je répète ce que je disais tout à l'heure, au département. Donc ça veut dire que notre personnel ira là-bas. Voilà, c'était juste ça la question, de savoir jusqu'à quel domaine le personnel allait intervenir. Est-ce qu'on allait tomber là-bas? Enfin voilà, c'était tout, hein, ça n'avait rien de... C'était juste de la précision. Voilà, c'est tout. Mais quand tu dis là-bas, c'est où là-bas? Bah, sur le terrain. Si ça part bien, il rentre donc du coup dans la convention, puisqu'on dit qu'on va s'occuper de la voirie, on va s'occuper des espaces verts, on va s'occuper du ramassage de sacs, ainsi de suite, du nettoyage des espaces portuaires avec la balayeuse. Enfin voilà, ça veut dire que notre personnel, c'était cette question-là que je posais, jusqu'où allons intervenir pour le département. Donc ça veut dire, si on fait quelque chose dans le terme employeur, si on l'entretient, si on le défriche ou ainsi de suite, nous le facturerons au département. Merci, voilà. merci Marie-Claude d'avoir expliqué ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule en une simple phrase. Oui, mais simplement la question, on voulait savoir, ce terrain-là, au 1er janvier, c'était tout la question. À qui il allait appartenir? Au département. Bravo. Il appartient au département puisque le financement a été fait par le budget annexe du port. Donc, ça fait partie de l'outil, partie intégrante de l'extension du port, puisqu'il y avait un besoin là-dessus. Donc, ça paraît assez logique que dans le cadre du contrat de concession, à l'issue de ce contrat, au moment où le contrat se termine, donc 31 décembre 2018,
tous ces biens-là reviennent au département Oui, c'est concédant. transféré. C'est la règle. Voilà, je voulais avoir exactement la précision. Bien. Sur cette convention de prestation entre le département de la Charente-Maritime pour l'usage des agents territoriaux, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, demandez pour? Bien. La dénomination, donc, dénomination de rue. Alors, je rappelle que les dénominations de voie communale est laissée libre au, conseil donc au choix du conseil municipal et qu'elle est exécutoire par elle-même. Alors, en dehors du fait que nous recevons de temps en temps des lettres de personnes qui se plaignent par les nouvelles dénominations de rue de ne pas se retrouver sur leur GPS de voiture après la délibération du conseil municipal, ce qui bien sûr ne peut pas être envisagé puisqu'il y a une mise à jour obligatoire et que les véhicules qui existaient avec un GPS d'autrefois ne sont pas systématiquement mis à jour. Je tiens à le préciser, donc à la demande des riverains et pour faciliter le repérage des services de secours, les SAMU, les pompiers, les gendarmes ainsi que la poste et les autres services publics, voire commerciaux, il vous est proposé aujourd'hui de définir le nom de la chemin des Petits Grands Champs, qui est coupé par son milieu par le chemin du Limousin, par une impasse, par le nom de impasse des Petits Grands Champs pour la partie la plus est, si je ne me trompe pas. Voilà, il n'y a rien de très particulier, en dehors de la beauté du chemin des Petits Grands Champs. C'est un domaine public communal. Voilà, donc est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, demandez pour? On en arrive aux finances et donc la première délibération concerne les tarifs donc 2019 qu'il nous faut voter avant le décembre 2018. Et je vais laisser à Jean-Yves qui adore éplucher ça et qui a travaillé toutes les nuits précédentes ce conseil municipal pour ajuster au plus près les bons tarifs pour les bonnes personnes. Bon, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre en annexe, vous avez les tarifs en détail pour l'année 2019, puisqu'on aura réglé les 3 premières délibérations, le tarif du budget camping pour la commune et pour le marché couvert. Donc vous avez tous le détail. La précision, c'est qu'on va commenter que les sommes qui se trouvent en grisé, puisque c'est les sommes qui ont changé. Le reste, les tarifs avaient été votés précédemment, c'est pas la peine qu'on passe du temps là-dessus. L'organisation des spectacles et animations, c'est la première page. Ce qui a changé, c'est les locations de cabanes pour les marchés de Noël. Par jour, ça passe de 30 €, c'était facturé 30 € en 2018, ça passe à 40 € en 2019. Le reste des tarifs de billetterie des spectacles n'ont pas changé. Vous avez le détail, on ne va pas les commenter, c'est assez inutile. Même chose que pour la salle Eldorado, vous avez ça au dos, ça n'a pas changé non plus. Les tarifs de la médiathèque 2019, ça ne change pas non plus, on ne va pas y revenir. Pour ce qui concerne le cimetière, sur l'année 2018 et l'année 2019, on a engagé un certain nombre d'entretiens et d'investissements et on va vous proposer de faire un peu évoluer les prix des concessions. Pour ce qui concerne le cimetière, la concession cinquantenaire en mètre carré, c'était prévu à 300 €, on propose de la mettre à 310 €. Le cinquantenaire, la concession cinquantenaire pour une superficie plus grande était à 600 €, on propose 610 €. La concession trentenaire, 3 mètres carrés, on propose, c'était 150 €, on la propose à 155 €. Les trentenaires plus grandes, 300 €, on la propose à 310 €. Pour le columbarium, les 15 années étaient facturées 455, on propose 460. Pour le columbarium 30 années, on était à 900, on propose 920. Les concessions cinéraires, trentenaires, on était à 75, on propose 78. Cinquantenaires, on était à 150, on propose 155. Donc voilà, les concessions cinéraires, si vous voulez, sont à la différence du columbarium, où le columbarium met dans un monument. Les concessions cinéraires, c'est une petite parcelle où on peut mettre les urnes à l'intérieur. La différence, c'est que dans le columbarium, on peut y mettre que 2 urnes, alors que dans la concession cinéraire, on peut y mettre une famille, par exemple.
Donc voilà, pour ce qui concerne les restaurants scolaires, on maintient les prix, on n'a pas bougé les prix. On laisse les prix comme dans les mêmes conditions que ce qui était pratiqué les années passées. Pour ce qui concerne l'eurodateur, le stationnement de la Cotinière, on passe de 1 euro à 1,10 €. Pour le Fort Royer, c'est la page suivante, on a ajusté les sommes. On est passé là, des gorgeoirs au bassin insubmersible, on est passé de 0,19 à 0,20. Ça permet au service finalement d'avoir des sommes arrondies, c'est un peu moins compliqué, on passe de 4,13 € à 4,20 €, de 1,38 € à 1,40 €, de 1,98 € à 2 €. Là on était à 0,21 qu'on avait proposé 0,20, mais comme les services ont un peu de difficulté à baisser les prix, ils ont maintenu le prix à 0,21. Enfin, c'est une anecdote, c'est pas significatif. Et puis l'appontement d'accostage redevance annuelle, c'est le forfait qui passe de 12,92 € à 13,10 €. Pour ce qui concerne les salles municipales, sachant qu'on a réalisé un peu d'entretien cette année, vous avez pu constater que la salle Bonne Nuit a été repeinte, les autres salles ont été entretenues, restaurées, repeintes. Donc on propose finalement de faire évoluer un peu les prix, où pour les salles d'arceau, l'abiroire, les forfaits ménage et caution, on passerait de 30 € pour les personnes de Saint-Pierre à 35 €. Pour les personnes hors Saint-Pierre, on passe de 60 à 65 €. Le forfait ménage, on passerait de 50 à 55 €. Et la caution, on passerait de 50 à 55 €. Pour la salle Patrick Moquet, vous avez le détail là, puisque la salle, les locations, c'est fonction du nombre de personnes accueillies. Donc on passe de 90 € à 100 €, de 140 € à 150 €, de 180 € à 190 €. On laisse le montant des pénalités pour le ménage, et le pénalité pour le ménage et la salle et la cuisine, on laisse à 400 €, et puis la caution, on laisse au niveau de 700 €, puisque la caution, finalement, on espère la récupérer régulièrement, sauf lorsqu'il y a des difficultés, puisqu'on facture la casse, et c'est arrivé quelques fois, rarement, mais c'est arrivé quelques fois. On précisait qu'en cas de casse, la facturation se pratique au tarif fournisseur. Les journées traiteurs, puisque c'est un peu différent, la salle était facturée 330 €, on propose 340 €. La cuisine était facturée 220 €, on propose 230 €. Pour ce qui concerne les personnes privées, alors c'est pas en fonction du nombre de jours, je vous laisse le détail. On passe de regarder, il y a une journée samedi, dimanche, il y a une journée en semaine, il y a 2 jours, dont un dimanche et un jour férié, il y a 2 jours en semaine, lundi ou vendredi, puis ensuite un week-end élargi, puisqu'on peut louer la journée, une soirée du samedi, le dimanche et le jour férié. Donc on passe de 422 € à 430 € pour les gens de Saint-Pierre. Pour les gens hors Saint-Pierre, de 566 € à 600 €. De 242 à 250, vous pouvez suivre sur le tableau, de 360 à 400, de 546 à 550, de 844 à 880, de 490 à 500, de 620 à 660. Le demi-journée en soirée en semaine, on laisse à 220 pour les gens de Saint-Pierre, et on passe à 150 €, de 140 à 150 € pour les personnes hors Saint-Pierre. Et pour la demi-journée ou soirée, samedi, dimanche et jour férié, pour Saint-Pierre, on ne bouge pas, les habitants de Saint-Pierre, on ne bouge pas, et les gens extérieurs à Saint-Pierre, on passe de 270 € à 280 €. Il vous est rappelé que pour ce qui concerne les associations, les locations de salles pour l'Assemblée Générale est gratuite, et également gratuite une manifestation pour une année. Donc la salle de l'ancienne criée, on tourne la page, à la salle de l'ancienne criée, donc on arrondit, on passe de 43 € à 45, de 74 à 75, de 58 à 60, de 142 à 145. Pour la caution, on laisse la caution, qui est de 300 €. Pour les expositions, on passe de 265 à 270.
de 455 à 460 et de 355 à 360. Pour ce qui concerne le marché de Saint-Pierre, sachant que là on parle du budget principal de la commune, quand on parle du marché de Saint-Pierre, il s'agit des emplacements extérieurs, puisqu'ensuite on a un budget annexe pour le marché à l'intérieur. Donc la seule modification qui est proposée, c'est l'abonnement annuel payé au mois, qui était de 35 €, on passerait à 240 €, et pour le marché de Saint-Pierre et pour le marché de la Cotinière. On a également prévu de faire évoluer les spectacles de type guignol, où on prenait 35 € par jour, où on propose de prendre 36 € par jour. Donc voilà. Il y a une tarification pour les terrasses qui n'ont pas trop bougé, mais je laisse Sylvie, qui est spécialiste des terrasses à coller ou pas à coller, séparées ou pas séparées, qui va vous parler des nouveaux tarifs. Donc, sur les terrasses, comme vous pouvez le constater, on n'a pas bougé les tarifs. Terrasse à coller, 90 € mètre carré pour 12 mois. Terrasse séparée, 70 € mètre carré pour 12 mois. Mais on a quand même, parce que en fait on est allé bien délimiter les terrasses avec des clous. Donc ça veut dire que maintenant les restaurateurs et les bars payent au réel, c'est-à-dire vraiment la surface qu'ils occupent. Donc on a entendu un petit peu leur doléance sur le fait que sur le pas de porte, ils peuvent difficilement mettre des tables et des chaises. Donc, les tarifs resteront les mêmes et on fera une déduction d'un pas de porte sur chaque terrasse de 2 mètres carrés. C'est-à-dire, c'est l'entrée. L'entrée, on met ni table ni chaise d'une manière générale. Le marché couvert, donc on a la terrasse, c'est la terrasse de la camaraderie, puisqu'il n'y a qu'un seul établissement sur le marché couvert. Et on a laissé les mêmes tarifs, 45 € du mètre carré sur 12 mois. Donc, les étalages, tu peux continuer. Moi, je suis spécialiste des terrasses, mais pas encore des étalages. Mais ceci dit, ça va pas tarder parce qu'on va appliquer sur les étalages commerciaux la même règle, c'est-à-dire qu'on va délimiter les périmètres avec des clous pour qu'il n'y ait pas de possibilité de... D'abord, c'est plus juste pour tout le monde. Chacun paye au réel et il n'y a pas de possibilité de partir dans des contentieux compliqués. Et à ces tarifs de terrasse et d'étalage, on va y adjoindre un règlement intérieur qu'on est en train de mettre en place, révisé, là, qui est prêt, et qui sera sous forme d'arrêté. Donc ça sera opposable aux commerçants qui exploitent les terrasses ou qui auront un étalage sur leur trottoir, et notamment en matière évidemment d'occupation du sol, de visibilité du voisinage, parce qu'on a quand même eu pas mal de contentieux cet été, et le respect d'accessibilité, et puis comment on appelle ça là, les chevalets, essayer de trouver une solution pour les chevalets, parce que bon, là maintenant on peut plus passer on fait des voiries adaptées au handicap, et il faut que les fauteuils slaloment entre les chevalets. Donc là aussi on va essayer d'être un petit peu plus disons moins tolérant sur le chevalet. Il faut bien dire ce qui est. Là en général pour l'instant on leur disait de pousser leur chevalet. Maintenant quand ils pousseront plus les chevalets, soit les chevalets vont partir au dépôt, soit ils seront verbalisés. Parce que là, à un moment donné, quand on n'est pas dans la compréhension, il faut aller un peu plus loin, quoi. Parce que voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur les terrasses. Donc ça bouge pas, et le pas de porte est défalqué. Voilà. On a rajouté une petite annexe là qu'on n'avait pas prévu les années passées, c'est l'occupation de la voirie. Pour les travaux. Bon, c'est un peu symbolique puisque c'est 1 € par jour au mètre carré et 10 € pour ce qui concerne le jour limité lorsqu'il y a des installations de bennes à gravat. Tout ça, c'est pour éviter qu'on ait des échafaudages qui s'installent finalement dans la commune et dont on ne maîtrise pas la durée. Donc, éventuellement, on pourrait le facturer. Bon, enfin, c'est quand même
Ça reste anecdotique. Si vous n'avez pas d'observation sur les tarifs du budget de la commune, vous allez pouvoir, monsieur le maire, Oui. passer au vote. Est-ce que déjà il y a des remarques, éventuellement, des observations de votre part? S'il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. On reprend. Budget camping municipal. Alors, budget camping municipal, on n'a pas bougé les tarifs, sachant qu'on est toujours dans la même disposition de ce qu'on avait déjà évoqué l'année dernière, c'est que on est dans la perspective éventuellement de céder le camping. On est en train pour l'instant de fixer les superficies qui appartiennent à la commune et à l'ONF, puisque tout était mélangé par le passé, c'était mélangé, donc ça va être clarifié. Ça, c'est en cours. À la suite de ça, on verra dans quelles conditions ce camping peut être cédé éventuellement. Rien n'est fait pour l'instant. Mais on reste donc dans la perspective d'ouvrir le camping seulement pour l'été. Et le but, c'est de ne pas perdre d'argent. Là, on est dans ces conditions-là. On arrive à boucler nos budgets lorsqu'on ouvre juillet-août. C'est un problème de personnel, de coût de personnel. Donc, on va maintenir cette disposition pour l'année 2019. On n'a vraisemblablement pas le temps d'engager une session entre actuellement et puis l'été. Donc les tarifs n'ont pas bougé pour ça. Donc pareil pour la délibération. Donc pour le camping municipal, pour les tarifs, donc 2019, s'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. On vous remercie. Donc après, Marché couvert. Alors, marché couvert, c'est simple, parce qu'on a pris la décision de ne pas faire évoluer. La facturation, pour ce qui concerne le marché couvert, on reste à 251,04 centimes pour ce qui concerne le mètre carré à l'année, pour l'année 2018 et 2019. On va essayer de faire évoluer les charges locatives, mais ça va être, on va prendre des dispositions, réunir les commerçants du marché couvert en début d'année pour faire évoluer le coût des charges locatives, sachant qu'entre le montant qui est facturé et le montant qui est facturé et puis le coût total, on a à peu près un différé de 10 000 euros par année. Ça diminue d'année en année parce qu'on arrive par exemple à gagner un peu de faire un peu d'économie sur les frais d'électricité, mais on reste toujours avec des coûts de nettoyage relativement importants de l'ordre de 17, 18 et 20 000 euros. Donc il faut qu'on voit avec eux dans quelles conditions on peut se rapprocher de ça. Sachant que le budget, on verra ça après pour les comptes administratifs, mais le budget du marché couvert devrait arriver à l'équilibre, sinon pour l'année 2019, pour l'année 2020. Au niveau des emprunts du marché couvert, on arrive à... Il y en a certains se soldent là. oui, oui, c'est D'accord. ça, pour 2020. Oui. 2020, échéance. Donc voilà, budget marché couvert, Il faudrait arrêter les tarifs. Ils sont faciles à arrêter, mais pas changer. Donc s'il n'y a pas de remarques ou d'observations, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Délibération F4, Convention de collectif 2019, prise en charge des frais. Pour cette délibération qu'on prend chaque année, il s'agit d'accepter la prise en charge des frais de déplacement de Charles Leboeuf, qui va assister à la convention Golfi représentée à la commune le 12 et 14 mars 2019. Donc il est proposé d'accepter la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration de M. Charles Leboeuf sur présentation des justificatifs. Bien. S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Délibération F5, autorisation spéciale conférée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2019 avant le vote du budget considéré. Ça paraît un peu compliqué sur le titre, mais enfin c'est relativement simple, c'est qu'on ne peut pas engager dans l'année 2019 des investissements tant qu'on n'a pas voté le budget. Or, comme le budget est voté au courant de mars,
ça supposerait qu'en janvier, février et même mars, on ne puisse pas faire d'investissement. Et le Code des collectivités territoriales permet de voter un montant correspondant au quart de ce qui avait été dépensé l'année précédente, donc en 2018. Donc il nous est demandé finalement d'accepter et d'autoriser l'adoption du budget primitif 2019 sur 25% des budgets de l'année 2018 à hauteur de 548 503. C'est affecté par compte. Bon, c'est une délibération qui avait été prise. Oui, l'année c'est dernière. assez classique, mais ça permet surtout, par exemple, dans l'achat de certains matériels, de ne pas se retrouver retardé dans l'année. Je pense aux services techniques, quand ils font des commandes en début d'année, des fois le temps de livraison de matériel, par exemple, là, on va être livré fin 2018 d'une commande qu'on aurait passée en début 2017. En passant par le GAP, donc ça nous pose un vrai souci. Et là, ça nous permet d'acter sur les acomptes les commandes et d'aller un petit peu plus vite sur la livraison des matériels nécessaires. De toute façon, les comptes sont très fixes et on n'a pas le droit de basculer d'un compte sur un autre. C'est très contrôlé. Donc sur cette autorisation spéciale, mais qui permet donc aux services techniques en particulier et aux services de pouvoir porter quelques investissements, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Délibération F6, alors une délibération importante dans le camping municipal, c'est une sortie de stock, puisqu'il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à sortir 9 blocs de glace de 2 kg. Donc ça va faire la une des journaux, on le sait bien. La glace a du fond. C'est pour les apéros des marins à la Cotinière. C'est vraiment anecdotique. C'est le comptable du Trésor qui nous demande de prendre ces dispositions. Bon, c'est simple. Est-ce qu'ils sont toujours là, les blocs de glace? Ils ont fondu. Ils ont fondu. Bon. Donc sur cette sortie de stock très spéciale, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. On ne va pas attendre. Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Délibération F7. Alors ça, il s'agit de deux délibérations qui liées au camping, puisque chaque année, on prend des dispositions pour adhérer à la Fédération française de camping et de caravanie. Ça, c'est la délibération F7, puisqu'il s'agit d'accepter le renouvellement du partenariat avec la Fédération française de camping, puisqu'on rouvre pour l'année 2019, même si c'est que pour 2 mois. Dire qu'une réduction de 5% est offerte sur les redevances de séjour du 1er juillet au 31 août et une réduction de 10%. Hors saison pour les détenteurs du CAP, mais enfin bon, il n'y aura pas de hors saison. Donc ça ne les concerne pas. Que juillet et août. Donc autorisé, monsieur le maire, ça c'est une délibération qu'on prend chaque année. Il y aura, je peux anticiper. Et on peut peut-être parler de la deuxième, je ferai voter les deux. Camping municipal, golf, renouvellement, agrément, agence nationale pour le chèque vacances. Il s'agit d'accepter le renouvellement de la convention d'agrément avec l'agence nationale pour le chèque vacances. Il faut autoriser monsieur le maire à signer le document relatif à ce partenariat pour l'année 2019. C'est possible, on fait ça tous les ans. Donc sur ces deux délibérations concernant le camping municipal pour la Fédération française de camping caravaning et pour les chèques vacances, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération F-Note concerne le golf municipal et décision modificative numéro 3. Là, il s'agit de réajuster les charges, notamment les frais de carburant, des frais pour du matériel roulant, puisque notamment un tracteur a été abîmé, et puis réajuster les salaires. Donc on rajoute finalement sur le budget de fonctionnement ces différents points, 1 500 € pour les carburants, 3 500 € pour le matériel roulant, pour l'entretien des matériels roulants, et 2 000 € pour ce qui concerne l'ajustement des salaires de 2 000 €, et puis on met, puisque le budget, il faut l'ajuster à l'équilibre, on met 7 000 € sur les prestations de services. C'est une décision classique. Voilà. Donc, il s'agit d'approuver la décision modificative qui vient de nous être exposée. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc les activités portuaires, justement, et les amortissements. Délibération F10, activité portuaire, décision modificative, numéro 1, amortissement exceptionnel des biens restants à amortir.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin de l'année 2019, on avait déjà identifié que le montant des investissements qui figuraient sur le budget du port figurait pour une certaine somme qui ne représentait pas les valeurs réelles ou ajustées. On avait déjà réajusté ces amortissements. Il est probable que par les années passées, les amortissements n'avaient pas été pratiqués pour des raisons qu'on ne connaît pas. Donc on a déjà pratiqué un amortissement complémentaire en contrepartie de l'excédent sur investissement, de la section investissement qui était réalisée par le passé sur le port. Donc là, on est au 31 décembre 2018. La règle, comme on indiquait tout à l'heure, que le contrat de possession du port de la Cotinière signé entre le département et la municipalité prend fin le 31 décembre 2018. Ce contrat prévoit et précise qu'à l'expiration du délai de fin de la convention, les aménagements et investissements réalisés pour le compte du port reviennent gratuitement au concédant. C'est la règle, c'est comme ça, c'est les règles du contrat de concession. Ça veut dire que, à la date de cette fin de contrat, les investissements figurant au compte du port doivent être annulés, puisqu'on va transférer ces biens-là pour une somme de zéro. Sur les comptes du port sont affichés 7 100 000 euros. Bon. Mais ces 7 100 000 euros, on pourra en avoir la liste, bien sûr. Mais ces 7 100 000 euros sont transférés. Alors, la question, c'est de savoir si la valeur de ces investissements représente bien 7 100 000, quoi. Mais en quelque sorte, l'outil est transféré au département pour 0 euros. Et on passe ce montant-là, on a fait un amortissement exceptionnel de 7 100 000 euros, en contrepartie des excédents réalisés par le port dans la section investissement, puisque on a un montant qui permet finalement d'amortir ces investissements pour cette somme-là. La difficulté qu'on a pu avoir, c'est qu'il faut absolument que pour la fin du contrat de concession, on puisse passer ces écritures-là de façon à les avoir en compte pour pouvoir, à partir du 1er janvier 2019, on n'est plus maître de tout ça, puisque c'est le département qui va prendre ça en main. Donc il fallait qu'on prenne nos dispositions, préparer les écritures pour concrétiser cette opération. Mais on a demandé aux instances, notamment la direction des services fiscaux et des finances, il y a deux directions, et on n'a toujours pas de réponse alors qu'on avait déjà envoyé interrogé ces organismes-là il y a à peu près une année. Mais l'opération qui sera faite, c'est celle qui est proposée, il n'y a pas moyen de faire autrement, de toute façon. Donc, l'écriture, là, le petit tableau que vous avez en investissement, en fonctionnement, c'est la concrétisation de cette opération qui vous est proposée après. Si vous voulez avoir des plus amples explications, on pourra s'y pencher ensemble si vous voulez bien. Mais je vous propose de ne pas passer la soirée là-dessus, parce que c'est pas forcément extrêmement intéressant. L'écriture, ça n'a aucune incidence sur les excédents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit on a une valeur sur le papier de temps, puis on l'abandonne puisque l'outil est transféré au département. Sachant quand même que le terrain ouvrière dont on parlait tout à l'heure a été financé par le port, il va être transféré, il y en avait pour à peu près 1 million d'euros. Le port avait fait l'acquisition du roulet, puisqu'il avait changé le roulet pour 1 million d'euros. Tout ça, ça a été financé pour le port, mais ça va être transféré au département. Sachant que c'est l'outil, en quelque sorte, c'est l'outil qui servira quand même aux marins après. Hein, c'est pas... C'est une région autonome avec des ponts et recettes, donc ça ne change à rien. Et pour le port, c'est juste un transfert vers le département. C'est un transfert du département. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est contractuel. Et puis c'est une région autonome, donc voilà, les marins. Ils auront cet outil-là, de toute façon, à leur disposition. Hein. Oui. C'est eux qui l'ont financé, qui l'ont créé, qui l'ont financé.
Spécial unique. Ils vont pas nous démonter le roulette. Non, mais j'étais en train d'imaginer comment transporter le relève jusqu'à La Rochelle, c'est difficile. Mais Non. par contre, ça veut dire que eux démarrent sans amortissement. Oui, bien Oui, sûr. mais de toute façon, la question avait été posée par la DGFiP, et soit on mettait du déficit, on crée 7 millions de déficit pour les laisser en amortissement, mais c'est pas envisageable. Comptablement, on ne peut pas le faire. Bah, puis on aurait eu du déficit qu'on aurait pu compenser parce que l'amortissement, Oui. c'est dans là-dessus, mais l'amortissement qui n'a pas été pratiqué, on aurait pu le pratiquer les années précédentes, ce qui aurait fait qu'on n'aurait pas eu d'excédent sur la section d'investissement. Ça revient au même. Mais pour répondre à ta vraie question, on n'a pas d'inquiétude. Le relais, il est neuf, il a moins d'un an, il n'y a pas de risque. Ce serait un outil qui aurait 12 ou 15 ans, on pourrait se poser la question. Bon, mais c'est dans la continuité des transferts et dans la continuité du service portuaire et de la vie du port. Donc. Mais cette opération, parce que il y a la notion d'amortissement dont tu parlais, Marie-Claude, là, c'est que le fait de ne pas amortir ces matériels qui sont neufs, le terrain on n'amortit pas, mais le roulet n'est pas amorti, ça constituera, pour ce qui concerne les excédents du port, qui est un peu pour le département, une dépense qui ne sera pas constatée, qui ne sera pas comptabilisée. Bon, s'il n'y a pas d'autres observations, nous allons passer au vote, si vous me permettez. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, toujours pour le port. Dans le petit tableau là, que vous avez une petite... Dans un compte 665-41, il y a créance admise en non-valeur pour 25 000 €. Vous avez le détail ensuite. Finalement, dans le cadre de l'arrêt de la concession du port, le comptable du Trésor nous a demandé de faire le point sur les sommes qui restaient, qui constituaient des créances dans le cadre du budget du port. Et là, on a des montants que vous avez sous les yeux, notamment pour le stationnement de navires, il a pour 18 991 d'un côté et 337 €, ça c'est plutôt anecdotique. C'est le bateau à passagers et qui a été mis en liquidation judiciaire, donc il n'y a rien à récupérer, qui n'a pas payé finalement ses coûts de stationnement pendant les années 2011 et 2012. Il faut donc les abandonner. C'est classique là encore, mais bon, le comptable du Trésor a fait le point de façon à ce qu'on ait au titre de l'année 2018, pour ce qui concerne le budget annexe du port, des comptes justes. Donc voilà. Bien. Donc sur ces admissions non valeur activité portuaire, s'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Non, tout le monde est pour, je vous remercie. Pendant que nous parlons, nous faisons circuler les décisions modificatives correspondant aux délibérations que nous prenons. Donc on en arrive à la décision modificative numéro 3 concernant la commune. Vous avez donc la délibération sous les yeux. Juste un petit rappel, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et dans l'historique qui nous lie à ce conflit depuis maintenant plus de 10 ans. Mais dans la procédure engagée par la société Cogiprom, la commune de Saint-Pierre, sur délibéré de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 2018, a été condamnée à verser une indemnité à la société, donc Cogiprom. Cet arrêté fait suite à l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle la commune était représentée par le cabinet d'avocats Maître Drino. Et j'en ai eu donc connaissance le vendredi 14 décembre, donc très récemment. Et par rapport à l'importance de ce jugement qui lie la collectivité et la société Cogiprom sur ce conflit qui nous largue depuis assez longtemps, j'ai aussitôt demandé à mon directeur général des services, bien sûr d'en informer nos collègues élus en bureau municipal et aussi Marie-Claude Marlin pour la prévenir de la situation et de pouvoir bien sûr me donner l'autorisation d'abord de vous en informer en conseil municipal de cette situation et de prendre les dispositions comptables pour répondre à l'objet donc de la somme qui nous est demandée. Donc je remercie en conseil municipal
cette acceptation, puisqu'il fallait que ce soit rapide, ou alors il fallait faire un conseil municipal spécifique pour cet objet. Je pense que vous auriez apprécié de venir le 24 décembre, le 31, ou trouver d'autres dates. Mais donc, il fallait faire quelque chose, et en même temps, il fallait aussi statuer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de rappeler que la société Ecogym a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Oléron à lui verser une somme, c'était à l'époque 9 638 278 €, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des annulations du certificat d'urbanisme préopérationnel et du permis de construire qui lui avait été accordé à l'époque. Par un jugement donc, du 17 mars 2016, je résume à peu près, mais le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Pierre à payer à la somme de 500 000 € à cette société. Et par une requête enregistrée le 17 mai 2016 et des mémoires enregistrées le 1er mars 2017 et le 15 janvier 2018, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, représentée par Maître Druino, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 17 mars 2016. La Cour d'appel est intervenue donc, le 15 novembre 2018 et présente les différents articles que vous avez, articles 1, 2, 3, 4 et 5 en particulier. Dire que la commune de Saint-Pierre est condamnée à verser une somme de 852 888 €, que le jugement donc, du 17 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Donc ça évite de cumuler les sommes, c'est pour ça que c'est précisé comme ça. Bon, les 1 500 € au titre de l'article L761, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. De dire que l'article 4, le surplus des conclusions des parties, est rejeté et que le présent arrêt sera notifié par la commune, ce qui est fait. Je tiens aussi à préciser que nous avons versé et provisionné et versé sur un compte CARPA les 500 000 € à cet instant, donc au 17 mars 2016 aussitôt, et qu'aujourd'hui on a un solde de 354 388 €. Donc après, il y a un tableau qui vous est présenté pour cette décision modificative pour que l'on puisse rapidement débloquer cette somme que bien sûr nous n'avons pas. Donc l'astuce est la suivante, c'est de pouvoir récupérer sur les comptes 611 250 000 €, après de diminuer les dépenses prévues sur la rémunération principale, des autres charges, donc c'est de 64,88, et puis des petites sommes qui restent sur les subventions que nous avions prévues qui n'ont pas été consommées, et sur le GFP de rattachement. Je ne vous cache pas, sur cette délibération qui est si particulière, que nous avons bien sûr échangé dès lundi matin avec Maître Druino, sur d'une part la position de la commune, donc ça c'est une chose, sur la réalité de cette condamnation. Il en ressort que les fautes commises par la commune sont je dirais, incontestables, puisqu'elles ont été prouvées. Une première fois et une deuxième fois en 2008 par des courriers qui permettaient à Cogiprom, soi-disant par un certificat d'urbanisme, de pouvoir porter à construction cet espace alors que le PLU était annulé. Puis une deuxième fois en 2010 quand le permis de construire a été donc signifié et que la SPPIO s'étant engouffrée dans la brèche pour signifier qu'on ne pouvait pas accorder un permis de construire sur un espace sportif qui n'avait pas été modifié au PLU, donc du coup ça fait une double peine. Aujourd'hui, on en est là. Si je devais vous présenter les choses en toute honnêteté, partant de 9 638 000 € en étant à 858, je me demande si, quelque part, on ne s'en sort pas si mal que ça, et que ça aurait pu être bien plus triste. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si on doit se pourvoir en cassation, saisir le Conseil d'État sur ce dossier. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais profiter du conseil municipal pour vous dire, non pas pour en débattre, mais malgré tout, on peut quand même en parler, qu'il y a un risque majeur, puisque les fautes étant incontestables, on ne peut pas saisir le Conseil d'État sur d'autres formes que celle de la faute même. Et en l'occurrence, déjà, je ne suis même pas sûr qu'on puisse être retenu. Et deuxièmement, je pense qu'on prend un risque vraiment majeur pour éventuellement revenir à la source de tous les problèmes et que les communes soient condamnées à beaucoup plus. Donc on en est là. Je tiens, en titre des informations et d'être totalement honnête par rapport à ce dossier Cogiprom, à vous dire que cette société continue à prendre rendez-vous régulièrement avec les services de la commune, les services d'urbanisme et les adjoints qui me font l'amitié de les recevoir à chaque fois pour nous présenter des projets qui sont
plus ou moins les mêmes, revisités, on va dire, pour reprendre une expression que nous entendons de temps en temps dans certaines émissions culinaires. Mais ils ont toujours l'intention de construire. On a essayé même de les aider en leur proposant de trouver des partenariats avec des bailleurs sociaux pour assumer la part donc, des logements sociaux qu'ils doivent à la collectivité. Donc on est toujours sur une marche en avant, avec une certaine inconnue, c'est sur la réalité de l'intention et du délai qu'ils accorderaient à la réalisation de ce projet. Je parle de Kojim, stade de foot Vélodrome. Je ne parle pas de Kojim 1, qui lui aussi est en gestation. Ils ont demandé un modificatif, mais le projet devrait aboutir. Je ne sais pas si on avance, mais je sais qu'à chaque fois que j'interroge Salle-sur-Bas et Marc, ils sont toujours à la limite des 50% pour lancer l'opération. Bon, ça arrivera bien un jour. La place Gambetta étant suffisamment... Bon, Marc ne peut pas trop parler, il a été opéré d'une corde vocale, donc si vous l'entendez grésiller sur le côté, c'est normal. Mais toujours est-il que... je dis ça en toute amitié, bien sûr. Et donc, toujours est-il que la place Gambetta étant suffisamment jolie, et en ayant à côté un projet qui va sortir du sol incessamment sous peu, ça va certainement les stimuler pour qu'ils partent aussi sur leur projet, ce qui sera un bien pour tout le monde, puisque plus les offres se mettront en place, et plus ils auront de clients qui seront intéressés. Et ce n'est pas la petite guitoune qui a été mise au mois d'octobre qui suffit pour capter quelques personnes intéressées. Voilà ce que je peux vous dire sur cette présentation rapide. Après, on peut rentrer plus dans le détail. Le jugement, il est assez long. On l'a étudié en long et en large. On est aujourd'hui, voilà, on est peut-être encore sur une phase de négo, mais je crains qu'il faille stopper à un moment donné l'hémorragie. Voilà ce que je peux vous dire sur cette présentation. Si vous avez des choses à rajouter, je vous en prie. Après, juste, est-ce qu'on a une idée de ce qui a fait passer de... on disait, bon, que c'était... l'année du jugement, on disait que c'était 1 million partagé, 500 000 euros pour la commune, 500 000 euros pour Cogiprom. Est-ce qu'on a une idée de... Déjà, c'est très facile. Bien conseillé de faire appel, parce que finalement, peut-être qu'il aurait peut-être fallu rester sur 500 000 euros. C'était quand même mieux que 850 000. Marie-Claude. Et ensuite, est-ce qu'on a une idée, sans vouloir dévoiler tout ce soir, de ce qui fait que ça, on est passé un peu quoi à 350 000 euros de plus? Très rapidement, oui, après coup, on peut toujours dire, on n'aurait pas dû, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Bon, c'est facile de faire ce reproche, mais bon, il fallait peut-être faire appel ou pas. Puis de toute façon, on a eu la confirmation que Kojim faisait appel aussi. L'un dans l'autre, ils auraient fait appel parce que je rappelle que de 9,6 millions pour rendre que 500, c'était clair qu'ils n'allaient pas rester confortablement derrière leur bureau. Sur ce premier point. Sur le deuxième point, dans le jugement, il est bien confirmé qu'il y a bien 50% donc, de ce fameux 1 500 000 euros de chaque côté. Sauf qu'ils nous ont rajouté les frais au-dessus des 500 concernant les frais d'architecte, les notaires, les expertises, les frais d'emprunt. Et c'est ces fameuses 355 000 euros qui sont additionnés et qui sont cet agglomérat. Très franchement, on pourrait le contester, et c'est contestable. Mais là, on ouvre un peu une boîte de Pandore et on va au-devant d'autre chose. Voilà ce qui nous a été donné comme explication. La difficulté, c'est En allant dans le Conseil d'État va annuler l'arrêt de la Cour d'appel, va nommer une nouvelle Cour d'appel, qui ne sera pas la Cour d'appel de Bordeaux, mais d'un autre endroit. Donc on remet, si on peut employer le terme, le pied à l'étrier de tous les demandeurs à hauteur de 9 millions d'euros. On prend un risque, soyons clairs. Donc, si j'ai bien... Voilà l'humeur de ce soir. Donc, d'une part, il faut délibérer pour accepter cette décision modificative. Bien sûr, je ne vous demande pas de délibérer ou de prendre une position sur cet appel en cassation. Vous avez compris quelle est notre position. Maintenant, on reste au tiers d'agir ou pas d'agir. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, je vais vous demander de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative? Est-ce qu'il y a des abstentions? On était un peu tentés, rien que pour... Non, mais il faut parler dans le micro. J'ai dit, on était un peu tentés. Je te sens tentative. Pour montrer un peu notre désaccord, et puis notre 850 000 euros, c'est quand même pas rien pour une commune. Mais voter contre quoi? Contre le jugement? il y a eu des fautes qui ont été commises par le passé. Bon, il faut les assumer. On a un jugement qui est contre nous. On est tous d'accord pour dire qu'on est malheureux de ça, mais on n'a pas bien le choix. Quel choix on a?
D'autant plus que là, c'est plus une... Alors, je vais demander d'abord de voter et après, je vais dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, mais qui concerne les collectivités et les jugements en ce moment des tribunaux administratifs. Voilà. Je reviens sur ma position. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh ben oui, alors. Bon, alors c'est fou. 3 abstentions. 4. Je comprends pas. Jean-Yves, tu fais quoi avec ton doigt? Tu t'abstiens. 4 abstentions. Je crois que tu faisais beaucoup. 4 abstentions. Très bien. Ok, c'est adopté. Maintenant, je vous remercie de votre vote. Il se trouve qu'en ce moment, les collectivités sont systématiquement condamnées sur tous les passages devant les tribunaux administratifs, à croire qu'on est devenu, quelque part, une solution financière pour beaucoup, quel que soit le niveau et quels que soient les demandeurs. C'est assez étonnant. Ça m'inquiète un tout petit peu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est en procédure devant un TA, la collectivité, quoi qu'il se passe, même sur aucun tort, arrive à quand même verser des indemnités ou des indemnisations. On a des situations assez curieuses de personnes qui, par exemple, se blessent sur le domaine public, en marche arrière, et dès qu'ils trouvent un défaut, un éclairage, une pancarte qui n'est pas à la bonne hauteur, qui manque 1 centimètre, systématiquement, ils demandent grief et dommages et intérêts à la collectivité. Et on a aujourd'hui une batterie d'avocats qui, alors je dis, Jean-Yves, tu ne vas pas te vexer, mais qui sortent des belles études et qui sont spécialisés en la matière pour aller chercher de l'argent auprès des collectivités. C'est un peu déplorable. Je dirais que par rapport à l'humeur du moment, je ne sais pas où on va, mais ça m'inquiète un peu. Ça, c'est plutôt personnel. Voilà, donc une note délibérée. Non, c'est autre chose. Voilà, donc là, c'est quand même, oui, depuis 2008, on arrive à une situation voilà, de clôture. 2008. On en arrive aux délibérations concernant donc, le personnel municipal. Il vous est proposé donc là, en fait, une délibération suivie d'une autre, mais les deux vont ensemble pour la même explication. Donc c'est la création d'un poste permanent pour le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi de catégorie A sur le budget donc, du golf municipal. Il vous est proposé en fait la création d'un poste d'emploi permanent de coordinateur du golf municipal à temps complet, rattaché à la direction générale. Donc cet emploi consisterait donc à coordonner, animer et gérer les activités du golf municipal pour son développement, dans une démarche de qualité et d'optimisation des indicateurs de performance à partir du 1er avril 2019. Pourquoi à partir du 1er avril 2019? Parce que c'est la règle, il me faut un délai de 3 mois entre cette délibération et cette ouverture de poste pour pouvoir donc le créer. Cet agent ou cette personne recrutée sont donc engagés sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans, c'est la règle, et il ne peut être renouvelé qu'une deuxième fois dans une durée maximale de 6 ans. Donc, enfin, le régime indemnitaire instauré par la délibération donc, du 19 décembre 2017 est applicable. Alors, ça c'est la première délibération, et la deuxième qui suit, c'est la création d'un poste non permanent pour un accroissement temporaire d'activité pour cette même personne qui devra justifier d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le secteur du golf. Sa rémunération sera donc déterminée au grade d'agent de maîtrise échelon 1, et puis toujours la même application du régime indemnitaire par rapport à la délibération du 19 décembre 2017. Alors pourquoi ces deux délibérations? C'est tout simplement, puisque nous avons parlé un tout petit peu de ça ce matin au comité technique paritaire de la commune, qui a lieu souvent donc, le jour du conseil municipal, et ça suit aussi les décisions que nous avons pu prendre tout au long de l'année 2018 concernant le golfe d'Oléron. Là, je ne vais pas faire un rapide historique, je pense que ça mérite quelques précisions. Je crois qu'on est, et vous le savez pour ceux qui sont autour de cette table, toujours un petit peu en tension avec ce golfe, et nous revenons de loin. C'est-à-dire que depuis le début du mandat, on avait un clubhouse qui était donc détruit, en ruine, brûlé. On avait eu donc 2 sinistres consécutifs qui avaient percuté ce golfe, une part la tempête Xynthia et le deuxième l'incendie. Et on avait des adjecos avec une association sportive qui était coincée dans ces adjecos. Et depuis le début du mandat, sous le couvert des adjoints qui ont travaillé sur ce dossier, à commencer par Françoise Massé pour le clubhouse, pour Charles qui a travaillé en tant que président de l'Arago pour la dynamique du golf, et puis pour bien sûr tous les élus qui concernent les finances, le personnel et les espaces verts, il a fallu aussi suivre le dossier. On a essayé plusieurs choses et on s'est aperçu très rapidement qu'on ne pouvait pas, au sein de la commune, par rapport aux agents
qui étaient donc dans nos équipes pouvoir assumer la compétence réelle d'un greenkeeper qui nécessite un travail très particulier sur un plan de charge concernant le terrain de golf. Donc en ce sens, on a donc pris une décision de prendre un greenkeeper. L'année dernière, c'était une délibération de 2 ans, d'une délibération que nous avons prise, où il venait une fois par semaine travailler et en même temps former, ce qui est assez novateur en la matière, nos jardiniers, pour qu'ils puissent devenir plus adaptés à cette pratique de gestion de ce parcours. En cours de route, on a eu quelques petits soucis d'arrêt maladie, c'est d'ailleurs encore une délibération que nous allons prendre après, de jardiniers qui ne pouvaient pas assumer donc leur poste. Donc il a fallu recruter de façon temporaire sur des CDD des personnes qui sont du domaine privé pour pouvoir compenser. Et puis derrière, on arrive maintenant à une amélioration réelle du terrain, reconnue par tout le monde, on va dire, pratiquement. Il y a toujours bien quelqu'un qui nous critique, mais bon, ça fait partie du jeu, je crois, chez eux. Et on a donc sur le terrain plutôt une bonne satisfaction. Charles avait initié au début de l'année un projet donc d'un partenariat entre différents golfs de la Charente-Maritime pour la compétition de, je sais pas quoi, de lutte. Le trophée des deux Charentes. Des deux Charentes. J'allais dire des huîtres du Pinot, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, des huîtres du Pinot. C'est l'huître et le cognac. Donc les huîtres et le cognac et les deux Charentes. Et on n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est une première année, il faut laisser faire un petit peu cette compétition importante. Et on était plutôt dans le bon tempo. Et puis en fait, on a aussi les petits déboires du restaurateur, je passe les détails, mais on en avait déjà parlé, où là on avait eu un problème pour en trouver un, après on en a trouvé un mais il n'a pas tenu de choc, après il ne payait pas son occupation de domaine public, donc on en a trouvé un autre. Donc là les choses avancent, on a eu enfin un restaurateur qui a fait une saison quasi complète, et derrière, je dirais que l'activité de restauration peut perdurer sur le golf, ça apporte un vrai confort en termes de dynamique de golf. Par contre, après avoir travaillé sur le terrain, d'avoir travaillé sur le jardinier, d'avoir travaillé sur le restaurateur, il nous fallait, et d'ailleurs on en parlera à l'occasion des votes du compte administratif du golf, il nous a fallu aussi gérer la partie matérielle. Et là on revenait de loin aussi, on avait un matériel qui était défectueux, on n'a pas eu de bol, c'est que sur une vidange malencontreuse, en doublant le volume d'huile dans le moteur, on a cru qu'on allait percuter la Lune avec les soupapes qui s'étaient envolées du moteur sous la fonte de l'acier. Donc on a fait y avoir un cratère en plein cœur du golfe de Bellevue, mais là c'est plus que grave. Donc il a fallu changer de tracteur, il a fallu trouver une machine à tondre le fairway. Là on a eu une bonne idée d'aller vers une location acquisition, sauf que la machine elle vaut 60 000 €, donc il fallait quand même mollir un tout petit peu la dépense. Et on a fait sur le golfe d'Oléron, on confirmera ça à l'occasion du compte administratif, mais à peu près 117 000 € d'investissement porté sur ce golfe. Et en même temps, on avait une association sportive du golf avec quelques petites tensions, j'en ai porté à mes collègues élus du comité technique ce matin quelques informations. Des tensions suffisamment fortes, au point d'avoir 3 plaintes devant la gendarmerie, 17 auditions, des coups et blessures, des étranglements. Je ne peux pas en rajouter plus, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas policier, mais je peux vous dire qu'on a, et Jean-Yves Da Silva m'avait fait un jour une phrase assez juste, on en a un peu marre de vivre tout et n'importe quoi, mais alors surtout, on oublie surtout de parler du sport et du golf, on ne fait que d'autres choses. Donc j'en ai pris la décision l'autre jour de rappeler au président de l'association sportive, qui lui-même a agressé le moniteur, les dispositions que je devais prendre en termes de troubles à l'ordre public. Donc je lui ai demandé de ne plus aller sur le parcours le temps que l'affaire se règle devant les tribunaux. Et j'ai proposé donc à l'association et aux pros 2 nouvelles conventions. D'ailleurs en résiliant les premières, en leur proposant 2 nouvelles conventions. Donc, pour l'association sportive, la convention a été signée aussitôt. Et pour le professeur, on lui a demandé surtout de régler ce qu'il nous devait, pour vous dire que le golf c'est un long parcours charmant, un long fleuve tranquille, parce qu'il avait oublié de régler 2018, mais il avait aussi oublié de régler 2017. Donc on remet tout le monde dans le bon sens, et on en est là aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que ce qui nous manque sur le golf, c'est un directeur, en fait, quelqu'un qui a des compétences en termes de golf, une personne qui connaît le monde du golf, qui sait jouer au golf, qui est lui-même un enseignant, ou qui a pratiqué l'enseignement, et qui surtout a une démarche de conciliateur, de coordinateur, d'animateur,
Parce que le personnel municipal que nous avons, pour en avoir reçu moi-même, en présence de témoins, le témoignage, ne sont plus du tout dans la capacité de pouvoir supporter toute cette charge de conflit et de pouvoir faire ce qu'un coordinateur ou un directeur peut faire. Sauf que dans la fonction territoriale, un directeur de golf, ça n'existe pas. D'où cette délibération de coordinateur. Je croyais qu'on pouvait partir sur un schéma privé, parce qu'aujourd'hui, comme pour le port de la Cotinière, on avait considéré que le SPIC devait passer sur des schémas privés, non pas publics, sauf que on ne peut, dans le schéma privé, on ne peut pas aller au-delà des 18 mois de contrat à renouveler par des contrats de CDD de 6 mois. Et je ne vous cache pas que si je dois trouver la perle rare de cette personne ultra compétente qui doit donc redynamiser et apporter, en fait, comme un capitaine de navire, la bonne direction à ce golf, et si je lui propose que des contrats de 6 mois, je n'en aurai pas non plus. D'où cette délibération un peu particulière, qui est plutôt du droit public, mais sur une base contractuelle. Alors à ce jour, avec les annonces que nous avons faites, nous avons eu 9 candidats. Je disais ce matin, il y en a 2 qui ne sont pas vraiment très sérieuses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne correspondent pas aux critères que nous avons fixés. Mais dans les 7 autres, on va dire qu'il y en a 2 qui sortent à peu près du lot, 5 qui peuvent nous intéresser, mais ils viennent de tellement loin que ce n'est pas la peine de leur demander un rendez-vous, un entretien. Il y en a un qui vient de l'Afrique du Sud, je pense que ce n'est pas la peine de le déplacer. D'autres qui ont géré des grosses structures comme des clubs med ou des gros hôtels avec des golfs. Et c'est vrai que le golfe de l'Héran a quand même une petite structure, même s'il paraît très bucolique en termes touristiques, la réalité fait qu'il faut quand même être juste dans notre vision des choses. Et je ne voudrais pas que cette personne qui arrive soit vite déçue ou, ne connaissant pas tout à fait les contraintes du territoire oléronais, se retrouve vite dépassée. Donc on en est là, et il me faut cette délibération, si vous l'acceptez, pour que nous, très rapidement, on puisse valider et regarder les candidatures plus sérieusement, pour que dès le début de l'année, c'est-à-dire le 7 ou 8 janvier, je ne sais plus quelle est la deuxième délib, on puisse avoir quelqu'un pour assurer ce poste de coordinateur. Je dirais directeur à la voix, mais que je dirais coordinateur sur le papier. Voilà ce que je peux vous dire sur cette délibération doublée de la deuxième pour le temps du 7 janvier au 31 mars 2019. Est-ce qu'il y a des observations ? S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote sur la création donc, de ce poste à partir du 1er avril pour un poste permanent pour une durée de 3 ans. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions, tout le monde est pour. Je vous demande si c'est possible de délibérer pour ce poste non permanent pour un accroissement temporaire, vous comprendrez les subtilités, pour de la période du 7 janvier au 31 mars 2019. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération qui suit, justement, ça concerne pour le jardinier, en fait, de m'autoriser à créer, de recruter un agent, en fait, pour une période de 18 mois, je venais de le dire un instant, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, pour un poste de jardinier qui est en arrêt depuis le début de l'année. Et j'espère que le golf 2019 sera un golf exceptionnel qui fonctionnera bien. Et on a dit ce matin en CT qu'il faut donner quand même à cette personne qui viendra en tant que directeur un peu de temps pour redresser la barre et apporter ce lien qui nous manque aujourd'hui, en espérant que tout aille dans le bon sens. Donc sur cette création de poste de jardinier, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, tout le monde est pour ? Je vous remercie. Enfin, dernière délibération concerne, mais ça nous avons déjà pris ce genre de délibération à l'occasion d'autres stagiaires. Il vous est demandé donc de délibérer pour apporter une rémunération, une gratification pour une personne qui a fait un stage de moins de 2 mois. Parce que normalement, il est obligatoire de porter une gratification pour les délais de plus de 2 mois. Mais là, pour un moins de 2 mois, il vous est proposé donc de rémunérer ce stage à raison de 15% du plafond horaire sur une somme de 400 € pour Marina Faubert, qui a travaillé au secrétariat général, l'accueil des publics, téléphonique, sous la direction de Sandrine Tessier, qui ici présente, mais qui ne dira rien parce qu'on ne peut pas parler, mais qui est très contente, documents administratifs et les préparations des réunions. Voilà. D'ailleurs, j'étais très surpris d'un jour de l'avoir assise à ta place, mais bon, j'ai rien dit. Donc sur cette délibération, je pense que ça n'aime pas d'observation. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Alors, on va aborder les questions diverses. Je reviens en introduction. Donc je vais vous laisser le soin de lire la première, parce que pour une fois, vous m'avez fait des questions qui sont longues à la lecture.
je pense qu'elles seront inversement proportionnelles à ma réponse. Donc je vais laisser à Marie-Claude le soin, je ne sais pas qui de votre groupe, lire la première question. Voilà, alors donc c'est concernant le mouvement des Gilets jaunes, entièrement d'actualité. L'Association des maires ruraux de France et l'Association des petites villes de France ont invité leurs élus à ouvrir leur mairie le samedi 8 décembre prochain, donc là c'était, évidemment c'était en antérieur, pour accueillir les doléances et les propositions des citoyens, donner la possibilité aux citoyens d'exprimer leur opinion, qu'ils se reconnaissent ou non dans la mobilisation des mouvements plus ou moins organisés, en facilitant l'expression de celles et ceux qui sont empêchés, exclusion numérique, analphabétisme, transmettre les doléances et propositions à leur association pour en faire une synthèse départementale et la diffuser au gouvernement, au Parlement et aux médias. Et on demandait en fait quelle est la position de la municipalité sur cette initiative de l'Association des maires ruraux et des petites villes de France. Et à noter que j'ai vu aujourd'hui que la ville de Marennes, elle avait ouvert un cahier de doléances du 17 décembre, je crois, jusqu'à la mi-janvier. Donc voilà, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Donc voilà. Bien. Alors, concernant le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est un mouvement qui aujourd'hui occupe notre quotidien, vous pouvez goûter les chocolats, alors je vois que Franck a raison. Les chocolats donc, vous sont offerts comme chaque année, je suis désolé pour ceux qui sont dans l'auditoire, aux conseillers municipaux, c'est une tradition, et aux agents, à tous les agents de la commune aussi. Et là, c'est des chocolats de Dominique Lasso que nous avons choisi, qui est juste à côté. Et si vous voulez les goûter, parce que l'appétit vous vient, vous avez encore l'occasion de les ouvrir. Donc je reviens au mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est un mouvement des citoyens, ils sont libres, ils sont apolitiques, à ce que je sache, et ils portent des doléances sur plusieurs sujets. En ce qui concerne la municipalité, puisque c'est la question, je dirais deux choses. Je ne pense pas que ce soit un sujet que l'on doit aborder comme ça en conseil municipal, même si c'est un sujet qui nous touche tous à titre personnel, car depuis très longtemps, au niveau de tous les services de la commune, nous recevons des personnes qui portent déjà ces doléances, qui ont déjà ces difficultés et qui traduisent un mécontentement, une incompréhension, d'une part peut-être à notre égard en tant que service de proximité, mais je ne suis pas sûr que les collectivités ou les communes soient forcément les critiques premières, même si on est, je l'ai toujours dit, le dernier rempart, la dernière sentinelle du service public. Mais par contre, on reçoit, et en particulier au CCAS, vraiment des personnes qui en sont dans le besoin et qui n'existaient pas autrefois, et qui sont des personnes qui sont très modestes, qui même des fois sont gênées de venir exprimer leurs difficultés. Alors en ce qui nous concerne, par rapport à ce mouvement qui est assez récent, nous avons mis à disposition une salle municipale pour qu'ils puissent préparer donc leur constitution associative de Gilets jaunes 17. Et j'ai eu M. Kermarek qui s'en occupe. D'ailleurs, à ce titre, je ne sais pas si tu es mandaté par M. Kermarek pour poser la question. Non, d'accord. En fait, c'est parce que j'ai vu dans la Gazette des communes, et surtout parce qu'il y a eu des demandes en fait de cette association, là, moi je parle oui, mais j'ai bien compris. L'association des maires ruraux Je vais y de venir. France et l'association des petites villes de France. Moi je suis mandaté par personne. D'accord. Non, mais il est important que je pose cette question. Donc on a préparé, donc on a mis en place cette salle à leur disposition. Ça s'est très bien passé. Il y a une certaine personnes qui sont venues à la réunion. On a un cahier de doléances. Alors, il y a deux cahiers de doléances en fait chez nous. Il y a un cahier de doléances qui existe à l'accueil de la mairie depuis longtemps, mais c'est plutôt du local, et ce n'est pas du tout dans l'esprit des remontées d'informations et des difficultés qu'ils traversent. Et on a mis un cahier de doléances donc pour cette expression populaire et des citoyens à l'accueil, sachant, et j'ai prévenu M. Kermarek, qu'en étant en travaux, ça pouvait peut-être perturber l'expression de certains. Donc, en l'occurrence, mais il en convient, et à partir du 15 janvier, si tous les travaux vont bien et que les chevilles sont assez épaisses et solides pour résister aux percussions des marteaux-piqueurs, on devrait pouvoir normalement profiter du nouvel accueil de la mairie à partir du 15 janvier 2019. Ça, c'est une information, et on aura l'occasion d'en reparler dès le début de l'année. Ensuite, pour l'ouverture du 8 décembre. Alors,
je ne répondrai pas favorablement à cette demande, puisque la mairie est déjà ouverte tous les samedis matins, et on a une difficulté monumentale de trouver des agents pour pouvoir assurer le service minimum de ce public que l'on doit ouvrir en termes d'état civil et d'accueil à la mairie. À un tel point que là, par rapport à des vacances de poste et de personnes qui sont en arrêt maladie, des fois je n'ai qu'une seule personne pour ouvrir la mairie le samedi matin. Ça me pose une vraie difficulté en termes de sécurité, et en même temps, par rapport aux agents qui prennent leur congé et qui ne sont pas forcément disponibles, j'ai un problème aujourd'hui de gestion. Donc on ouvre le samedi matin, je n'ouvrirai pas le samedi après-midi, pour cela c'est pas possible, je n'ai pas les moyens de le faire. Et après, pour finir sur la question, cette remarque de cette association des petites villes de France est une association parmi tant d'autres, il y en a d'autres. Nous, on est membre de l'association des maires de France, où on a déjà, dans le cadre du congrès des maires, porté quelques revendications. Et c'est vrai que c'est une initiative, mais il y a tellement d'initiatives qu'aujourd'hui, il faut laisser faire les initiatives. Et derrière, on verra comment les choses vont évoluer. Je n'ai pas d'expression personnelle à porter de plus. On voit bien que ça ne va pas s'arrêter, qu'on va certainement en janvier-février avoir d'autres choses à faire. Et par contre, et ça je le dis en conseil municipal, j'entends comme tout le monde des propos du président de la République et de son gouvernement, où apparemment les maires vont être associés à la collecte, alors aller vers les médias pour porter les doléances des Gilets jaunes. Je pense qu'ils n'ont pas besoin des maires pour le faire. Et je dis bien, comme ça reste un mouvement apolitique, je ne voudrais pas qu'il y ait cet amalgame, parce que ça serait justement la mort de leur mouvement, et c'est pas ce que l'on souhaite, ni eux, ni personne d'autre. Donc il faut les laisser faire. Je pense qu'ils sont assez grands pour s'exprimer auprès des médias aujourd'hui. Mais par contre, moi en tant que maire, je n'ai pas entendu au niveau de la Charente-Maritime, ni des sous-préfectures, ni de la sous-préfecture, ni du préfet, mais ça viendra peut-être, on va bientôt se croiser, une quelconque possibilité de travail, de mise en place de débats, de réunions, de quoi que ce soit. Je n'ai aucune information. D'ailleurs, c'est pas innocent ce que je dis, puisque j'ai encore de ma part, et c'est ce que j'ai dit à certains représentants des Gilets jaunes, non plus aucune information sur la compensation de la taxe d'habitation qui a baissé, puisque nous, aujourd'hui, on est le 18 décembre 2018, je ne sais pas comment nous allons être compensés, personne ne le sait, donc ça c'est une belle surprise. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2019, je ne sais pas si notre DG va chuter, donc j'ai exprimé pas mal de choses. J'ai aussi exprimé, d'ailleurs ça rejoindra et ça fera plaisir à ceux qui étaient en CT ce matin, la remarque que pour les agents territoriaux, en ayant un indice qui est bloqué depuis 5 ans, on peut se poser des questions sur la suite des promesses qu'on a entendues, parce qu'il va y avoir quand même des traitements à demi-mesure, à mesure, ou des personnes qui vont être mises sur la touche. Je n'arrive pas à comprendre, moi, des agents qui travaillent à la valeur d'un SMIC, qui sont bloqués depuis 5 ans, d'ailleurs, et on l'a vu ce matin, je le dis devant tout le monde, on a des jeunes qui viennent, qui font des formations, qui sont professionnels, qui sont électriciens, qui sont techniciens. Et puis au moment d'être ils sont titularisés, puis 2-3 mois après, ils me disent écoutez, je quitte la mairie, parce que là tout est bloqué, statutairement, je ne peux rien faire. Moi j'ai une vie de famille, j'ai des enfants qui vont arriver, on ne s'en sort pas et on s'en va. Et donc ça touche tout le monde, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai mal-être, on en convient, après il faut laisser faire les initiatives. Et voilà la réponse que je voulais apporter ce soir sur cette demande, sachant que je sais que M. Karmarek de l'île d'Oléron fait partie des 3 personnes qui vont être entendues par le préfet prochainement sur l'action. Voilà. Deuxième question. Alors, donc concernant le projet d'instauration d'une redevance dite incitative, parce que moi je ne considère pas qu'elle est incitative, d'enlèvement des ordures ménagères. Donc la communauté de communes de l'île d'Oléron envisage de passer à la redevance dite incitative pour les ordures ménagères avec l'instauration d'une tarification à la levée de bac. Donc une discussion doit avoir lieu prochainement sur ce sujet au conseil communautaire. Cependant, bien que ce soit une compétence insulaire, donc de la CDC, l'instauration de celle-ci risque d'avoir des conséquences sur la propreté de la ville, qui reste une compétence communale. En effet, elle imposera la suppression de bacs à roulettes communaux et un remplacement des poubelles de ville, ainsi qu'un bouleversement du quotidien de nos concitoyens, les accès à la déchetterie restreints, l'accès aux bacs de délestage restreints et une hausse de la facture pour un certain nombre d'entre eux. Je voulais savoir quelle était la position de la municipalité et si vous en aviez discuté entre vous. C'est gentil de s'intéresser à ce que l'on vit dans notre équipe municipale. Oui, on en discute. Je pense qu'on passe des bonnes journées. Le mardi matin,
je le dis, et ça fera sourire ceux qui sont autour de cette table, et Jean-Yves Valorbois, qui est notre DGS, en rigole aussi. Des fois, c'est un peu pimenteux, ça va bien, on s'exprime. Et quels que soient les sujets, on participe donc à tous les sujets. Alors, pour le coup, en début de conseil municipal, vous m'avez repris, puisque j'interprétais les propos, où je donnais une connotation. Je dois dire quand même que dans cette question, je dois quand même vous faire le beau reproche d'avoir dit, normalement c'est une redevance incitative. Je n'ai pas vu dans les projets de la communauté de communes une redevance dite incitative. Cette interprétation sur la forme me perturbe un tout petit peu et me fait répondre en premier que cette orientation de cette question, moi, me gêne. Elle est très personnalisée. Elle est une interprétation d'un travail qui est fait par la régie Oléron-Déchets et en particulier sa commission, qui s'est réunie par 2 fois dernièrement donc à ce titre. Et, sauf erreur de ma part, la compétence des ordures ménagères reste une compétence communautaire, que sa représentante qui est en charge de ce dossier s'appelle Madame Chantal Blanchard, maire de Labré et vice-présidente de la CDC à cet égard, et que seule est habilitée à emporter la parole ou le travail qui est fait de sa commission. Et je crois savoir que le 9 janvier, à l'initiative de la CDC, puisque c'est une compétence communautaire, il y aura une réunion où tous les élus communautaires seront associés pour en débattre. Et ces titres-là, je ne vais pas annoncer ou parler en conseil municipal aujourd'hui d'une position que l'on va peut-être avoir, soit favorable, soit contraire. Et puis, après, j'en dirai pas plus, parce que ça me paraît difficile de répondre à cette question. Parce que derrière ce qui me gêne, et j'en transmettrai la question à la CDC, il y a des choses qui sont écrites qui sont fausses. Il n'y a pas été dit dans les commissions qu'il allait y avoir des suppressions de bacs à leur roulette. Je ne sais pas où tu as vu ça. On a parlé de peser et on a bien parlé de redevances incitatives. Et après, il faut laisser faire les débats, il faut laisser faire le comité de communes qui travaillera en ce sens. Et puis après, on votera, peut-être pas en conseil municipal, parce que je pense que ce n'est pas de notre compétence, et on votera en l'occurrence, parce que la redevance incitative, pour ce que j'ai vu sur d'autres territoires, c'est en particulier pour répondre aux personnes qui sont seules sur des foyers et qui auront uniquement une redevance de consommation ou à la pesée ou à la levée de bac, ce qui se pratique ailleurs, pour qu'elles ne payent moins, pour éviter que le particulier, parce que c'est ce qui ressort, et je pense que là-dessus, il aurait été plus judicieux de lever la question sur ça. C'est aujourd'hui les particuliers de l'Hérault qui portent une grande partie des recettes de la régie Oléron-Déchets par rapport à des professionnels qui n'en payent pas la réalité de leur ramassage. Et ça, je pense que c'était un vrai sujet, et pas ça. Moi, ce que je voulais discuter, c'est pas du tout, c'est ce que je dis bien, de pas la compétence du conseil communautaire, c'est-à-dire d'enlèvement des ordures ménagères. Il nous reste, nous, la compétence de propreté de la ville. Et je considère qu'il risque d'y avoir des impacts sur la propreté de la ville. Donc, c'est une considération et interprétation, je ne la vois pas de la même façon. C'est-à-dire qu'avec par exemple un système de badge, tout sera sous badge. Donc du coup, pour nos communes, par exemple pour une salle communale par exemple, les bacs, les fameuses bacs justement à roulettes à l'heure actuelle, ils ne pourront pas être accessibles. Mais Marie-Claude, pour la place Gambetta, nous avons mis des containers enterrés de 6 tonnes chacun. Aujourd'hui, ça fonctionne à merveille et il n'y a plus de bacs à roulettes autour de la place Gambetta et personne ne s'en plaint. Et ça fonctionne à merveille. Et ça fonctionne comme ça partout ailleurs en France. On est bien d'accord, mais il y aura quand même des conséquences sur la propreté de la ville. Puisque nos poubelles de ville, par exemple, il va bien falloir empêcher, puisque tout sera à la levée, il va bien falloir empêcher les gens de venir jeter leurs ordures ménagères dans nos poubelles de ville ou alors dans nos poubelles de salle ou des choses comme ça. C'était ça la question. Je pense que le débat se fera en communauté commune et c'est vrai qu'aujourd'hui le tri sélectif est une démarche qui est entreprise depuis longtemps et c'est Patrick Moquet, il me semble, qui l'avait engagé sous le précédent mandat. Je pense qu'on peut lui rendre cet honneur. Et il y a un effet réel, puisque chaque année, quand on regarde le rapport de l'Oléron-Déchets sur le traitement des déchets et les quantités, on voit bien que la quantité diminue par habitant. Donc il y a bien un effet positif. Maintenant, c'est une démarche qui est entreprise partout en France. On rentre dans le même esprit. C'est dans l'image de l'Héron. Contester ça. Moi, il n'était pas question de parler de la compétence de la CDC. C'était surtout sur la propreté de la ville. Voilà, c'était ça, c'était tout. Parce que certaines questions, il y avait eu un sondage qui avait été fait pour demander, par exemple, un sondage était demandé sur les... Voilà. Donc on fait partie de la même commission, Région Oléron-Déchets, je fais partie du comité de pilotage. Donc cette redevance incitative, comme vous pouvez le savoir, c'est pour aussi obliger les gens
à faire un tri sélectif, c'est-à-dire à partager dans la poubelle, ne mettre que vraiment ce qui est besoin de brûler. Donc il y a un nouvel incinérateur qui a été créé, il devient à saturation déjà, donc je pense qu'il faut protéger justement ce tri et qui est très important. On va inciter les gens, la CDC, à avoir des composteurs gratuits à partir du mois de janvier 2019, c'est quand même très important. Et le tri, c'est ce que la communauté de communes et les communes veulent arriver à interpeller les citoyens, les particuliers, pour faire ce tri. Tu sais très bien que, et tous les gens, si vous faites un tri actuel sélectif, il ne reste pas grand-chose dans votre ordure ménagère. Donc, je trouve que c'est plutôt engageant et satisfaisant pour le particulier. Et quand tu dis que les villes seront pas propres, il y a eu une visite à Crozon, dans la presqu'île de Crozon, où justement des élus sont allés et ont été satisfaits de voir que c'était une ville propre par rapport à cette redevance incitative. Donc il y a des retours positifs, on a une étude qui a été faite, et je pense qu'on peut être satisfait de ce qui a été fait. Et je ne pense pas, comme monsieur le maire, par contre, elle a bien dit tout à l'heure, nous avons des colonnes enterrées. S'il y a vraiment des ordures ménagères gênantes, on peut aller quand même les amener dans nos colonnes enterrées. Mais je ne vois pas la difficulté et les villes, pourquoi elles seraient devenues sales tout d'un coup. Voilà, je ne la vois pas. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y aurait un impact sur la propreté de la vie. C'est-à-dire qu'il y aura des petits changements qu'on devrait faire. Il n'était pas question pour moi de parler de la compétence de la région. On ne parle pas de la compétence, et c'est pas l'objet, simplement. Après, il sera l'occasion de dire, à l'occasion de cette réunion du 9 janvier, à l'initiative de la CDC, des risques d'incivisme qu'il y aura, et d'ailleurs on le voit déjà sur tous nos containers qui sont à l'entrée des villages, qui ont été mis en place depuis plusieurs années. Vous remarquerez que depuis qu'on les a mis sous vidéo protection, j'allais dire presque surveillance, parce que je sais que ça vous chatouille, mais il n'empêche que ça améliore nettement le site, puisque on a quand même beaucoup moins de déchets sauvages. Maintenant, je vais aller plus loin, parce que derrière, on le voit bien sur d'autres territoires, tant qu'il n'y a pas de verbalisation, ça n'avance pas. Et je le dis en conseil municipal, la verbalisation en termes du code de l'environnement est très claire, c'est la confiscation du véhicule. Je pense qu'il y en a qui vont être très, très surpris. Il suffit d'en attraper un une fois, et généralement, ça sert de leçon à tout le monde. Et curieusement, tout le monde devient responsable devant une attitude citoyenne du déchet qui est posé n'importe où. Parce que dans les chemins ruraux, dans les vignes, dans les bois, dans les containers, à côté, voire même des fois les congélateurs débranchés qui traînent au milieu de la route, ça fait beaucoup. Donc le but, c'est quand même d'avoir un territoire propre et responsable. Et c'était bien l'objet de ma question. Bien, j'avais pas bien compris alors. Voilà. Mais c'est le mot « dite » qui m'a perturbé. Parce que moi, je considère que c'est pas incitatif, c'est tout. Non, mais c'est bien une considération personnelle, donc la question n'est pas recevable. Non, oui, mais elle n'est pas personnelle, il y a certains nombre de gens qui le disent. Alors maintenant, il est temps, le Père Noël va passer. Ah non, c'est pas fini alors. Bon. Si je peux amener un autre argument, il y a beaucoup de particuliers qui se plaignent que les voisins laissent leurs conteneurs sur le trottoir. Ça fera aussi une réflexion que si tu laisses ton conteneur sur le trottoir, il y aura peut-être des petits malins qui s'amuseront à le remplir. Donc si tu le rentres chez toi, déjà ça fait... Ah bah si. Ah bah si. Ah bah, il y en a, me dis pas le contraire. Il y a, autour des commissions, quand on évoque souvent, et souvent c'est évoqué, que justement les gens se plaignent dans les villes que les conteneurs gênent sur les trottoirs, ou pour circuler, ou quoi que ce soit, les fauteuils roulants. Donc tu le sais très bien, au niveau de la mobilité, ça peut être très gênant des moments. Oui, mais c'est parce que simplement ils ne peuvent pas les rentrer chez eux. Hein. Quand ils sont Pierre Loti, ben non. Oui, non, mais c'est le débat, c'est pas le débat là. Tu fais une fixation sur le conteneur qui ne peut pas se rentrer. Ce n'était pas ce sujet-là que je voulais dire, c'était simplement... S'il vous plaît, alors, je vais sonner la cloche du maire, l'autorité du Père Noël. S'il vous plaît, stop, on arrête là. Le retour au 9 janvier, on aura l'estomac bien plein et les déchets bien posés dans les poubelles. Et on aura l'occasion de parler de notre traitement de déchets. Maintenant, il est temps de vous dire que j'étais très heureux d'avoir vécu l'année 2018 sur tous ces conseils municipaux et de leur bonne tenue. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes, surtout à nos patients représentants de la presse qui doivent s'amuser à faire tous les conseils municipaux au mois de décembre, à notre public fidèle, à notre caméraman qui va nous retransmettre ça sur Internet et Facebook rapidement dès ce soir, il travaille toute la nuit dessus, et puis à vous-même et à tous les services qui nous ont permis de réaliser ces conseils municipaux. De bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis à très bientôt pour vous souhaiter la bonne année.